Il est 13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Un nouveau venu dans l'écurie de Air Côte d'Ivoire. La compagnie aérienne nationale a réceptionné un Airbus A320 flambant neuf, le troisième du genre. L'avion réceptionné a atterri sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny jeudi dernier en présence des responsables de Air Côte d'Ivoire et du ministre des Transports qui représentait pour l'occasion le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko. Entre détresse et espoir, enfants malades du cancer et parents d'enfants malades du cancer oscillent. Vivre la maladie, tout faire pour en guérir, cela demande une volonté à toute épreuve et surtout des moyens financiers importants. Notre reporter Salim Atoudia, à travers quelques familles rencontrées, nous fera vivre le calvaire vécu par ces familles dont les enfants sont frappés par le cancer. En République démocratique du Congo, un nouveau Premier ministre pour le pays. Son nom, Samalou Kandé Kyenge, âgé de 43 ans. Jusqu'à présent, celui-ci était directeur général de la société publique minière Gécamine. Samalou Kandé Kyenge fut ancien ministre des Sports de Joseph Kabila. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Ahmed Bakayoko, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, est depuis jeudi dernier en France dans le cadre d'une visite médicale. Le chef du gouvernement séjourne depuis jeudi donc à Paris, dans la capitale française, pour des raisons de santé. À cet effet, le chef du gouvernement ivoirien effectuera une série d'analyses médicales. Il devrait par la suite observer un repos avant de rejoindre Abidjan, la capitale économique ivoirienne. L'information émane des services de communication de la primature de la République. Ahmed Bakayoko, le chef du gouvernement, d'ailleurs représenté par le ministre des Transports Amadou Akone lors de la réception d'un nouvel aéronef pour le compte de la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un Airbus A320 flambant neuf, le troisième du genre pour la compagnie nationale qui poursuit ainsi le renforcement de sa flotte aérienne. L'avion réceptionné a atterri sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny jeudi dernier en présence des responsables de Air Côte d'Ivoire, Jean-Louis Pambo. Il était 16h ce jeudi 18 février quand l'aéronef flambant neuf, floqué des insignes de Air Côte d'Ivoire, se posait sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un A320 Neo du constructeur Airbus, commandé depuis 2014, qui rejoint et vient ainsi grossir la flotte de la compagnie aérienne nationale. Nous sommes partis de 3 machines en location à aujourd'hui 10 machines, dont 6 en propre. Aujourd'hui, cette machine, ce A320 Neo qui arrive, va compléter à 7 le nombre de machines acquises en propre par la compagnie sur les 10. Cette acquisition vient surtout renforcer les ambitions de l'industrie aérienne de la Côte d'Ivoire et le pays entend se doter des moyens à la mesure de ses ambitions. On peut faire les calculs en disant qu'en 2025, l'aéroport d'Abidjan sera fréquenté par 3 500 000 passagers. Or, cet aéroport actuel, il est fait pour seulement 2 millions de passagers. Donc nous plaidons donc que les travaux de construction du futur aéroport commencent dès maintenant afin de fluidifier plus tard donc, le passage des passagers. Pour l'heure, l'A320 Neo reste la principale fierté de la compagnie aérienne et des autorités ivoiriennes. Celles-ci ont réaffirmé leur soutien au plan de développement d'Air Côte d'Ivoire. Premièrement pour l'extension de l'aéroport, deuxièmement pour continuer à mettre en œuvre le plan de compétitivité d'Air Côte d'Ivoire. Combien de pays des zones ouest africaines et du centre disposent comme nous de compagnies nationales qui survivent au-delà de la 5e année de leur exploitation? La Côte d'Ivoire incontestablement est un exemple. Elle est en train de réussir son pari. Il y a sur le continent des compagnies qui peuvent réussir. Seul bémol, le nouvel aéronef est livré à une période où le transport aérien est en pleine crise. La pandémie de Covid-19 a en effet réduit de moitié les performances d'Air Côte d'Ivoire. La compagnie est passée de 750 000 passagers transportés en 2019 à 346 000 passagers en 2020. Et quittons les lignes aériennes pour celles terrestres. Les acteurs du transport routier, eux, sont sensibilisés au respect des mesures barrières contre la Covid-19, au basculement vers la professionnalisation de leur secteur et surtout à la lutte contre la surcharge des camions poids lourds. L'initiative est due au conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Cette campagne de sensibilisation s'est déroulée dans la commune d'Atekoubé en présence des conseils des transports routiers du Niger, du Burkina et du Mali.
Les détails avec Dangui Dangui. À la gare du camion poids lourd de la commune d'Atekoubé, Karim surveille l'entretien de son moteur pendant que son camion charge. Il est un habitué des surcharges. Normalement, 35 litres. C'est 35 tonnes, mon camion est autorisé à prendre. Mais avec certains bagages, on va jusqu'à 40 tonnes. Voilà, souvent, on va 40. Dégradation de la chaussée, du matériel roulant, risque d'accident de la circulation. Les conséquences de la surcharge des camions poids lourds sont énormes et coûteuses selon les experts, a rappelé Diaby Ibrahim, le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Les autorités, en collaboration avec ce Haut Conseil, ont déclaré la guerre à ce phénomène depuis quelques années avec des batailles gagnées. Nous sommes partis donc du combat contre l'extrême surcharge et nous sommes venus conformément donc aux recommandations de l'UEMOA au combat pour obtenir les 40% de tolérance. Et de 40% de tolérance, nous sommes passés à 25% de tolérance. À 20% de tolérance, nous nous acheminons aujourd'hui vers 15% de tolérance. L'idée de la communauté, c'est d'aller à 0% de tolérance. Autre point au menu de cette campagne, la sensibilisation au respect des mesures barrières et l'annonce du basculement progressif vers la professionnalisation du secteur des transports routiers. Pour être transporteur désormais en Côte d'Ivoire, il faut être constitué en société de transport. C'est pour les nouveaux entrants. Pour ceux qui sont déjà en exercice, il est question que progressivement, ils puissent muter de l'informel au formel en devenant des entreprises de transport. La campagne d'information et de sensibilisation du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire va durer 1 mois et s'étendra sur toute l'étendue du territoire national. Et on ne le dira jamais assez, il faut continuer de respecter les mesures barrières. De nouveaux cas de contamination sont enregistrés chaque jour. La maladie continue de gagner du terrain. Assure dans un instant le point de l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier, vendredi 19 février 2021, 213 nouveaux cas de Covid-19 sur 3715 échantillons prélevés, soit 5,7% de cas positifs, 119 guéris et 2 décès. À la date du 19 février 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 31 825 cas confirmés, dont 30 056 personnes guéries, 185 décès et 1584 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 398 383. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que lutter contre la Covid-19 est une responsabilité individuelle et collective. Et justement, dans la lutte contre la Covid-19, l'État de Côte d'Ivoire peut compter sur ses partenaires financiers qui le soutiennent depuis le début de la pandémie. Autre geste fort qui témoigne de ce soutien, la signature ce vendredi 19 février 2021, hier donc, à Abidjan Plateau, d'un accord de crédit de plus de 160 milliards de francs CFA en guise d'appui budgétaire. Accord signé entre la Banque mondiale et le gouvernement ivoirien, représenté par le ministère de l'Économie et des Finances. Cet appui budgétaire vient pour soutenir et renforcer les efforts de l'État dans la lutte contre la Covid-19. Cheikh Koné. C'est un accord de crédit IDA de plus de 160 milliards de francs CFA à titre d'appui budgétaire que la Banque mondiale fait à la Côte d'Ivoire. Cette opération d'appui budgétaire du groupe de la Banque mondiale vient soutenir les efforts du gouvernement pour continuer à sauver des vies, venir en aide aux plus défavorisés et aider les entreprises à faire face aux impacts de la crise. Au dire de la directrice des opérations de la Banque mondiale, ce dispositif d'appui budgétaire se concentre sur 3 types de réformes que le gouvernement a entrepris. Le soutien aux familles vulnérables, l'accès des PME au crédit à travers la création du fonds de garantie des PME au crédit et enfin, les pratiques de bonne gouvernance et de bonne gestion du plan de riposte économique lié à la crise sanitaire, tout en rappelant les batteries de mesures prises par le gouvernement au lendemain de la crise sanitaire. Le ministre de l'Économie et des Finances a sollicité un appui financier et technique de la Banque mondiale pour la phase urgente de vaccination. Les besoins étant importants, nous avons introduit une requête auprès de la Banque mondiale. Madame la directrice des opérations vient de me confirmer qu'il y a une enveloppe de 50 millions de dollars qui pourrait être dégagée assez rapidement justement pour renforcer en fait les capacités de l'État à acquérir des vaccins additionnels pour vacciner le plus grand nombre de populations. L'appui financier global de la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire se chiffre à ce jour à environ 3,2 milliards de dollars,
soit près de 1800 milliards de francs CFA. Et du soutien, mesdames et messieurs, il en faut à ces familles. Vous allez le voir, ces familles qui traversent des moments difficiles du fait de cas de maladies dont sont victimes leurs enfants. Nous parlons précisément des cancers que l'on diagnostique chez les enfants. Ce sont principalement des leucémies, des lymphomes et des rétinoblastomes. Chaque année dans le monde, le cancer fait 300 000 nouveaux cas chez les enfants âgés de 0 à 19 ans selon l'OMS. Si la maladie est vite diagnostiquée, les traitements peuvent s'avérer efficaces. À l'occasion de la Journée internationale du cancer de l'enfant, une de nos équipes de reportage a rencontré des malades de cancer dont l'âge est compris entre 2 et 16 ans. Et dans le reportage qui va suivre, vous le verrez dans un instant, il est pénible pour les patients, enfants et leurs familles de gérer cette situation. Traitement médical rigoureux et coût de traitement élevé, un véritable calvaire psychologique et financier. Salima Toutia. On les appelle des guerriers, des champions, des super-héros. Tous ces enfants qui chaque année dans le monde sont diagnostiqués d'un cancer. À l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville, Elie, adolescent de 16 ans, est hospitalisé depuis 2 mois, roulé sous le poids de la maladie. Je me sens lourd et puis je me sens fatigué. Quand je suis la ventre là est lourde, donc je ne peux rien faire. L'élève en classe de 4e à Issia a débuté son combat contre la maladie il y a quelques mois, après avoir senti une douleur au ventre. Ces séjours dans les hôpitaux à Issia, Yamoussoukro, puis Abidjan, il les passera sous les yeux impuissants de son père, Baptiste, planteur, qui est à son chevet. Ça me dépasse, énormément ça me dépasse. Sinon moi je ne sais pas ce que c'est qu'un tunnel. Quand je vois mon fils couché sur le lit de l'hôpital, hein, en tout cas des fois même ça me fait pleurer, je rentre comme dans la douche, je pleure, je viens. J'essaie de le consoler, bon, ça va, ça va. Un cas médical adressé à l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville. Le bilan diagnostic est tombé il y a à peine une semaine. Ils nous ont fait le diagnostic histologique d'un rhabdomyosarcome, qui est une tumeur de l'enfant. On retrouve également chez l'enfant, mais une tumeur qu'on peut retrouver aussi chez l'adulte. C'est une tumeur qui a un rapport avec le muscle strié, mais il peut se localiser partout dans l'organisme. Les lymphomes de Burkitt, le rétinoblastome, le néphroblastome et les leucémies sont les principaux cancers rencontrés chez l'enfant. Nous avons plusieurs facteurs favorisants, c'est notamment les facteurs génétiques. Et quand on parle de facteurs génétiques, ce sont des anomalies spécifiques qui peuvent porter sur des chromosomes ou ce qu'on appelle des délétions ou qui portent sur des gènes et qui sont favorables à la survenue des cancers chez l'enfant. Et puis vous avez des facteurs infectieux. Le virus de l'hépatite peut être à l'origine du cancer du foie. Le CHU de Treichville reçoit en moyenne 150 nouveaux cas sur les 400 diagnostiqués par an, avec une prise en charge pluridisciplinaire. En fonction des tumeurs, certaines tumeurs ont bénéficié de chimiothérapie, de radiothérapie et de chirurgie. Et en plus du traitement spécifique de son cancer, vous avez ce qu'on appelle le traitement adjuvant. C'est-à-dire qu'on prend en compte tout ce qui est douleur, alimentation. Et nous agissons à ce niveau-là sur le volet psycho-affectif de l'enfant. À 2 ans et demi, Ouri a subi une opération à l'œil droit après avoir été diagnostiqué d'une tumeur orbitaire. On a fait une première opération, on a enlevé la tumeur. Ils sont partis analyser. On dit, c'est une tumeur maligne, malheureusement ça va repousser. Et en moins de 2 mois, ça a repoussé, la tumeur a repoussé, quand ça a poussé l'œil est sorti. Donc après, ils ont opéré encore, ils ont enlevé l'œil. La Benjamine d'une fratrie de 4 enfants est à sa 7e chimiothérapie. Entre traitement et coût, les parents se disent économiquement à bout de souffle. C'est des enfants avec de grandes maladies. Et puis les médicaments coûtent cher, les traitements coûtent cher, la chimio coûte cher. Chaque 21 000, on paye 400 000. Avant la chimio, on fait analyse de sang. Après la chimio, on fait analyse de sang. Tout ça, il faut payer la chambre. Même cri de détresse du côté de Nadège, qui est déjà à 1 million de francs CFA de dépenses pour assurer le traitement de sa fille de 2 ans atteinte d'une leucémie. D'abord, même l'examen pour confirmer la maladie va dans les 300 000. Et ça, c'est un peu énorme. Et on a même demandé aux médecins d'essayer de voir combien peut durer le traitement. Ils ont dit que c'est au moins 2 ans de traitement. Et 2 ans de traitement, là, le traitement peut aller dans les 4 millions. Déjà, même avant de faire le bilan des 4 millions, nous-mêmes, on a déjà dépensé dans les 1 million.
On n'a pas le choix, mais on fait avec parce que souvent, il ne faut pas se démoraliser. Quand l'enfant est là, l'enfant te voit en joie, lui aussi, il est en joie. Une joie qui incarne un espoir de guérison. La prise en charge du cancer pédiatrique est une réalité en Côte d'Ivoire depuis 1995 avec la création de l'unité d'oncologie pédiatrique et récemment l'ouverture de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Selon le programme national de lutte contre le cancer, la politique gouvernementale a permis d'améliorer l'accès aux traitements, mais également de la réduction des coûts des médicaments. Sinon, au niveau de la gratuité, l'État est en train de faire des efforts dans ce sens pour permettre la gratuité même de certains anticancéreux pour soulager les parents d'enfants malades. Des malades qui sont diagnostiqués dans certains cas à un stade tardif, d'où le taux de décès qui avoisine les 80% pour ces cas, selon le PNLCA. La recette miracle reste le diagnostic précoce pour une prise en charge efficiente. Le BioKit, par exemple, c'est un cancer qui est vraiment chimiosensible et pour lequel, lorsque le patient arrive tôt en consultation, le taux de guérison peut avoisiner les 80 voire 90%. Et vous avez également le néphroblastome qui a un très bon taux de rémission également, qui avoisine les 40 voire 50%. Des efforts restent à faire au vu des objectifs définis par l'Organisation mondiale de la santé qui sont d'assurer au moins 60% de survie pour tous les enfants diagnostiqués d'ici 2030. Un cancer de l'enfant entre détresse et espoir, un sujet de Salima Toudia que vous pourrez notamment retrouver sur le canal numérique de la RTI, RTI Info. Parlons à présent du développement du côté de la ville de Tanda. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a procédé au lancement des travaux de construction du deuxième château d'eau de la ville. Ce château permettra de résoudre tous les problèmes d'accès à l'eau potable dans la ville de Tanda et de plusieurs localités environnantes, dont Sandégué, Kwasi, Dadekro et les villages environnants. Coût des travaux de construction de ce château d'eau et des infrastructures à réaliser pour son approvisionnement, un peu plus de 20 milliards de francs CFA pour un délai de 24 mois. Herman Yamia. Ce château d'eau que voici, d'une capacité de 200 mètres cubes jour, a été construit depuis 1973 pour alimenter la ville de Tanda en eau potable. Avec l'explosion démographique, la capacité de cet ouvrage a été très vite dépassée. Conséquence, les robinets de la ville sont régulièrement secs, obligeant ainsi les populations à se tourner vers les puits ou à parcourir de longues distances pour disposer d'eau potable. À travers ces coups de pelle donnés ici par le ministre de l'Hydraulique et celui de l'Agriculture et du Développement rural, les difficultés d'accès à l'eau potable des populations et sous-préfectures environnantes seront bientôt qu'un lointain souvenir. C'est les bidons de 25 litres que nous chargeons dans les puits, dans les tricycles, pour se promener dans la ville de Tanda, dans les puits. Souvent, même ceux qui ont les puits nous chassent pour nous dire que quand on a nos robinets, là, ils ne viennent pas là-bas. Donc, il ne faut pas, on va aller vider leur eau. Donc, vraiment, c'est un sentiment de joie. Ce projet, d'un coût global de 20 milliards 54 millions de francs CFA, permettra de régler les problèmes d'eau potable de Tanda, de Sandégué, de Kwasi Dadekro et des localités environnantes. Les villes qui connaissaient des déficits chroniques, le président a instruit de pouvoir les traiter. Nous avons décidé de les traiter par un projet qu'on appelle 12 villes. Et parmi ces 12 villes, il y a Tanda. Ce projet consistera en la réalisation de plusieurs infrastructures hydrauliques, dont les plus saillants sont entre autres la construction d'une station de prise d'eau brute de capacité 280 m3/h, la construction d'une station de traitement de 280 m3/h, la construction de 2 nouveaux châteaux d'eau, dont un de 500 m3 jour dans le village de Komambo et l'autre de 1000 m3 jour dans la ville de Tanda. L'organisation non gouvernementale internationale TechnoServe veut contribuer au développement de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes avec en ligne de mire une contribution forte et substantielle aux efforts importants de l'État de Côte d'Ivoire pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Volonté affirmée au cours d'un point de presse animé par les responsables de cette ONG. Astou Touré nous en parle. Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante Côte d'Ivoire du programme panafricain pour le développement de l'entrepreneuriat des jeunes, 300 jeunes du district d'Abidjan bénéficient de financement. Je participe au projet CityPaid qui m'a vraiment appris beaucoup aujourd'hui. Et grâce à ça, j'ai pu quand même
quand même voir certaines choses que je trouvais peut-être anodines à ma boutique. Ce programme 4 consiste tout simplement à accompagner les entrepreneurs et les jeunes à devenir, je dirais, indépendants, à croître dans leurs différentes activités, à motiver, à être des sources, je dirais, de motivation dans le développement d'entreprises locales et de grandes entreprises de demain. En Côte d'Ivoire, ce programme permettra à terme de renforcer les capacités, d'apporter une assistance technique et de connecter pour l'accès au financement de plus de 500 femmes et jeunes entrepreneurs dans le secteur du commerce de détail des produits manufacturés des districts d'Abidjan et de Yamoussoukro. Ce sont un peu plus de 65% de filles qui sont bénéficiaires de ce projet. De toute évidence, c'est donc que ce projet contribuera très certainement à augmenter l'autonomisation de la femme. Depuis octobre 2020, Technoserve a lancé, avec l'appui financier de ses partenaires, la 4e phase du programme Pan-African Youth Entrepreneur Development dans 4 pays, dont la Tanzanie, le Kenya, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et puis, mesdames et messieurs, l'actualité, c'est également ce communiqué de la Commission électorale indépendante, la CEI, qui informe l'ensemble des électeurs, les anciens électeurs et les nouveaux électeurs de 2020, qu'elle procédera en prélude à la tenue du scrutin législatif du 6 mars 2021 à la distribution des cartes d'électeurs dans la période du samedi 20 février au samedi 27 février 2021. Cette distribution se fera au siège des commissions électorale locale, CEL, dont la liste est consultable sur le site suivant www.cei.ci sur l'ensemble du territoire national. Les pièces exigées pour le retrait de la carte électeur sont les suivantes: la carte nationale d'identité, la CENI, ou l'attestation d'identité ou le certificat de nationalité ou le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONECI ex-ONI. La commission électorale indépendante compte sur l'engagement et la responsabilité de tous pour le bon déroulement de cette phase du processus électoral. Le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan-Bertin, lui veut impliquer l'ensemble des acteurs sociaux dans le processus de réconciliation nationale. Après les journalistes, le ministre de la Réconciliation nationale a rencontré les organes de régulation. Kouadio Konan-Bertin était hier vendredi dans la matinée dans les locaux de l'ANP, l'Autorité nationale de la presse, et l'AAK, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. Franck Kouadio pour le reportage. Réconciliation nationale. Le ministre Kouadio Konan-Bertin multiplie les rencontres. ANP, Cocody, siège de l'Autorité nationale de la presse de Côte d'Ivoire, des échanges avec le président de l'organe régulateur, Samba Koné. C'est notre mission à nous ici à l'ANP de veiller à ce que justement les professionnels du secteur des médias, presse écrite et production numérique, de travailler selon les normes, à savoir la loi 2017-867 et le code de déontologie qui régit le secteur. Et nous sommes donc à votre écoute ce matin pour vous accompagner dans ce secteur de la réconciliation, qui n'est pas une chose aisée. Seconde étape, la ACA, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. Maître René Bourgoin, le président, reçoit Kouadio Konan-Bertin. Nous jouons notre partition pour que la réconciliation que vous avez à conduire, à mener, à faire aboutir, que cette réconciliation-là aboutisse. L'ACA veille véritablement à ce que l'équité soit de mise. Le ministre de la Réconciliation nationale satisfait de ces différentes rencontres. Il s'agissait, après les journalistes récemment, d'impliquer tous les chaînons du dispositif des médias en faveur de l'effort national de réconciliation. La presse tient une place de choix dans ce processus. Quand on a fini de parler avec les patrons de presse, il me semble qu'il faut également prendre langue avec toutes les autorités nécessairement en charge de la régulation. Ce matin, nous sommes venus donc pour faire un tour d'horizon, nous accorder sur ce qu'il y a à faire en cette période-ci de paix que nous avons choisi, parce que la réconciliation, il faut se le dire, elle s'impose à nous. Engagés en faveur de la cause, les acteurs de la presse, mais aussi délivrer un message. Personne ne peut empêcher qu'un journaliste écrive comme il veut écrire. Une déontologie, ils le savent très bien. Tout ce que nous souhaitons, je dis bien nous souhaitons, c'est que dans cette période-là, charnière, qu'ils nous accompagnent par leurs écrits, comme nous demandons aussi aux hommes politiques eux-mêmes qu'ils nous facilitent la tâche par leurs discours, par leurs propos. Donc ce n'est pas que vous seulement les journalistes,
c'est tout le monde qui est concerné. Le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadwo Konan Bertin, entend, les jours à venir, densifier les initiatives. La recherche de la paix nécessite l'adhésion de toutes les forces vives. Et puis cette autre information qui émane de la commission électorale indépendante, la CEI, en partenariat avec le PNUD, avec l'appui du projet d'appui aux élections, organise un atelier d'appropriation et d'information sur le mode opératoire des élections des députés à l'Assemblée nationale à l'attention des candidats et candidates à l'élection des députés du 6 mars 2021. Cet atelier qui vise à contribuer au renforcement de la transparence du processus électoral aura lieu le mardi 23 février 2021 à l'espace Latterie 20, 6 à Abidjan, 2 plateaux, carrefour d'un camp à partir de 10h. Vu l'importance de cette formation, chaque candidature ou liste de candidatures est tenue de se faire représenter par une personne. Le présent communiqué tient lieu d'invitation. Avec cette précision, pour toute information complémentaire, prière de joindre le secrétariat permanent de la CEI au contact suivant, le 27, le 22, 40 09 90. En sport, en football, élection à la présidence de la Confédération africaine de football, la CAF. On le sait, Jacques Anoma, notre compatriote, est candidat à la présidence de la CAF. L'ambassadeur Jacques Anoma a présenté son projet de campagne ce vendredi, hier donc, 19 février 2021, à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères. Jacques Anoma veut donner plus d'autonomie financière et administrative à la maison du foot africain. Le point dans cet élément de Salif Ouattara. S'il est élu président de la Confédération africaine de football au soir du 12 mars 2021, Jacques Anoma entend procéder à un audit complet de la CAF, faire l'état des lieux, aller à la recherche de nouveaux partenaires et sponsors. Restauration de son administration, ses ambitions, sa gestion, ses performances et son image. À la tête d'un comité exécutif soudé, solidaire, engagé et responsable de ses choix, nous parviendrons à faire du football africain une référence dans le monde. Jacques Anoma entend également être un président à plein temps, prêt à servir le football africain à 100%. Je vous l'ai dit, je serai un président à 100%. Voilà. Il est très important que, comme les autres confédérations ou les autres institutions internationales dont les sièges ne sont pas dans le pays du président, qu'on sente la présence de celui qui a été élu. Jacques Anoma a également lancé un appel au président de la FIFA, Gianni Infantino. Objectif du candidat ivoirien à la présidence de la CAF, établir un rapport de respect entre la CAF et la FIFA. Je ne lui demande pas amitié au nom de notre longue amitié. Équilibre un peu les choses. Viens en Côte d'Ivoire aussi. Même si je ne suis pas le choix présumé de la FIFA, comme certains le disent, j'en sais rien. Mais je lui demande de venir aussi en Côte d'Ivoire. Comme ça, les soupçons vont s'atténuer. Le candidat Jacques Anoma s'envole pour Dakar, au Sénégal, ce samedi 20 février 2021. Première destination d'un périple qui l'amènera dans plusieurs capitales africaines où il ira présenter son projet pour la CAF aux différents électeurs. Et dans l'actualité internationale, demain dimanche se tient le second tour de l'élection présidentielle au Niger. Le candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, sorti largement vainqueur du premier round, affronte l'ancien président Mahamat Ousmane dans un duel historique qui marquera la première transition démocratique du pays depuis son indépendance. En attendant que s'ouvre le scrutin, les Nigériens aspirent tous à des élections apaisées. Et puis toujours dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, un nouveau Premier ministre en la personne de Sama Lukonde Kyenge, âgé de 43 ans. Jusqu'à présent, celui-ci était directeur général de la société publique minière Gécamine, fleuron industriel du pays. Il avait été nommé à ce poste en juin 2019 par le président Félix Tshisekedi, originaire de la région minière du Katanga. Ancien ministre des Sports de Joseph Kabila, Sama Lukonde est un militant de l'Avenir du Congo, ACO, un petit parti politique qui a migré du camp de l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga et richissime homme d'affaires Moïse Katumbi vers celui de Félix Tshisekedi depuis 2018. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde.